Patrick Hamzadeh, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Vous êtes un ancien diplomate, vous avez été conseiller politique à l'ambassade de France en Libye de 2001 à 2004, Oui, donc tout à fait. sous le régime Kadhafi, et vous le connaissez très bien, vous l'avez pratiqué. Vous en avez d'ailleurs tiré un livre qui est passionnant, qui s'appelle « Au cœur de la Libye de Kadhafi », qui est paru aux éditions Jean-Claude Lattès en 2011. Oui. Et puis depuis, vous êtes éloigné de la diplomatie, mais vous continuez à travailler à plein temps sur ce pays, la Libye, sur le chaos libyen, sur ses évolutions politiques, sur les innombrables à la fois combats, mais aussi négociations qui ont lieu. Et finalement, quand vous voyez ces images-là du discours de Kadhafi en février 2011, qui à l'époque avait été diversement interprété. Certains y avaient vu un appel à une féroce répression du peuple libyen. D'autres y avaient vu, je dirais, une sorte de discours classique de Kadhafi dans sa violence verbale. Quand vous regardez 7 ans plus tard un discours comme ça, vous dites, est-ce que la guerre en Libye aurait pu être évitée ? Écoutez, depuis 2011, j'ai écrit et dit un certain nombre de choses. Je faisais partie des gens qui étaient critiques dès le départ sur cette intervention pour plusieurs raisons. Non pas que je soutenais le régime Kadhafi, mais parce que je pense qu'on n'a absolument pas, et les Français en première ligne, parce qu'on était vraiment en première ligne, plus que les Britanniques, bien plus que les Américains, ont dès le départ rejeté toute forme de règlement politique de la crise. Il y a eu des initiatives de l'Union africaine, on le sait, Kadhafi avait accepté un cessez-le-feu, et en fait, on n'en voulait pas. Enfin, Nicolas Sarkozy n'en voulait pas. Il s'est positionné très très vite sur la logique de guerre. La logique de guerre, c'est pas forcément entrer effectivement dans les opérations militaires, mais à partir du moment où on dit que quelqu'un n'est plus un interlocuteur... Alors ça, c'était plus tard. Ça a été cette fameuse lettre en avril 2011, signée par Obama, Cameron et Kadhafi, ça a été très rapide. Et Sarkozy. Dès le 21, si vous regardez le discours à Bruxelles, il y a eu un discours de Nicolas Sarkozy à Bruxelles 4 jours après le début de l'insurrection. On n'était pas aux 5000 morts qu'on nous a annoncés. On avait au maximum 80 victimes, y compris les soldats de Kadhafi. Il a dit, on ne peut pas... C'était le lendemain du soi-disant bombardement des populations civiles à Tripoli. Avec ce bombardement qui n'a jamais existé. On pourra revenir là-dessus, mais il a dit un dictateur qui bombarde son peuple n'est plus légitime. Voilà. Donc quelque part, si vous voulez, et on n'est plus un interlocuteur. Donc à partir du moment où on a très très vite dit qu'on ne parlait plus, alors ça peut être un discours, mais dans les faits, ça a été avéré. En fait, on sait très bien que les émissaires qui ont été envoyés, ou alors, encore une fois, je ne dis pas que ça aurait marché, mais de dire que c'était un fou et qu'on ne pouvait pas parler avec lui, là aussi, c'est faux. On a négocié les infirmières bulgares, on a négocié les sanctions UTA, on a négocié les armes de destruction massive, on a négocié beaucoup de choses, finalement. Et Kadhafi a prouvé par le passé, il avait ce comportement de plus en plus, un petit peu, surtout vers la fin, enfin, totalement... assez déconnecté d'un certain nombre de réalités, notamment de son peuple, on l'a vu après, mais sur un certain nombre de choses, il pouvait lâcher quand ses intérêts bien compris étaient en jeu. Il a montré que c'était un interlocuteur. Quand vous êtes diplomate à l'ambassade de France en Libye, c'est-à-dire 2001-2004, c'est là que s'amorce le tournant du régime. Moi, j'ai vécu. Et c'est là que le régime Kadhafi tente de réintégrer une place, de retrouver une place sur la scène internationale. Et il y a toute une série de grandes négociations qui s'engagent. Comment vous, qui êtes alors à l'ambassade de France en Libye, vous vivez ça ? Qu'est-ce que vous constatez sur le fonctionnement de ce régime ? Ce que je constate, c'est que ça a commencé avant le 11 septembre. Il y avait bien sûr des... Si vous voulez, souvent on a tendance à voir un événement comme une rupture, c'est souvent satisfaisant, mais il y avait bien sûr des contacts qui étaient pris, notamment entre les services américains et les Libyens, dans le domaine de la lutte antiterroriste. Donc si vous voulez, mais le 11 septembre a été, je dirais, une rupture symbolique,
puisque le grand Satan, qui était effectivement mis en avant par Kadhafi depuis des années, quasiment depuis 1969, d'un seul coup, enfin, Kadhafi était un des premiers chefs d'État à envoyer un message de condoléances et de soutien au président américain. Et ensuite, en proposant toute collaboration, notamment dans le domaine de la lutte antiterroriste. Donc il y a eu ce passage. Je dirais qu'il y en a eu d'autres ensuite. Il y a eu la guerre d'Irak, qui a fait aussi comprendre que, dans le domaine des armes de destruction massive, il ne fallait pas trop qu'ils continuent à... Donc ça a été aussi un prétexte, parce que là aussi, les négociations étaient déjà engagées avant, mais pour finalement mettre fin à ces programmes embryonnaires d'armes de destruction massive sans perdre la face au plan intérieur. Vous voyez fonctionner un régime autrement plus sophistiqué que le tyran sanguinaire fou et drogué que nous a décrit Nicolas Sarkozy l'autre soir sur TF1. En 2011, si vous voulez, vous ne pouviez pas parler de ça sans être forcément... On était dans une atmosphère tellement hystérique qu'on ne pouvait rien dire sans être taxé forcément de pro-kadhafiste et de vous ramener à Munich en 1936. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez. On a vécu ça aussi. Ce que je peux dire, c'est que... Et je l'ai écrit dans plusieurs articles où je suis revenu là-dessus, avec le recul et avec mon expérience en Libye à cette époque, c'est que je dirais que le régime Kadhafi, c'était une dictature faible. Je prends le terme, c'est Ayaan Kershaw, qui est un grand spécialiste du nazisme, qui a parfois utilisé ce terme. Dictature faible, ça veut dire qu'effectivement, ce n'était pas un régime totalitaire au sens où on l'entend. Il ne contrôlait pas tous les champs de la société. Le champ tribal, le champ religieux, le champ culturel. Donc, c'était un régime qui avait affaire avec des oppositions intérieures, avec les tribus. Par exemple, la réticence de Sarkozy de livrer les accusés dans l'affaire UTA, c'était parce qu'il savait, effectivement, c'était la principale tribu, d'ailleurs la tribu de Sénoussi, que s'il livrait ces gens-là sans contrepartie, son régime sautait. Pareil avec les infirmières bulgares. C'était les habitants eux-mêmes de Benghazi qui étaient très opposés au régime, qui étaient beaucoup plus en pointe dans ce procès, dans ce faux procès. Enfin, souvenez-vous, à l'époque, on les accusait d'avoir empoisonné, c'était le Mossad, c'était l'industrie pharmaceutique, on a tout entendu. Mais Kadhafi, je dirais, dans cette affaire, a suivi. Vous voyez, donc c'était, oui, il y avait une rationalité. Et moi, si vous voulez, la théorie du dictateur fou, j'y crois pas, d'autant plus qu'on négociait en décembre 2010, on avait quasiment conclu l'accord sur les Rafales. Donc on est là 2 mois avant le début de l'insurrection, avec des missiles de croisière. On lui vendait avec tout le kit, missiles de 300 km de portée. Enfin, c'est pas rien au plan stratégique. Alors, c'est vrai que inévitablement, les développements judiciaires des derniers jours ne peuvent qu'interroger sur la guerre. Alors évidemment, on ne franchit pas le pas, et à Mediapart, on ne le fait pas, de dire que la guerre a été de manière univoque déclarée et avec un Sarkozy très allant parce qu'il y avait l'histoire des financements. Pour effacer les traces. Pour effacer les traces. Et évidemment plus compliqué que ça. Mais de mon point de vue, et j'aimerais bien entendre Patrick Amzadeh là-dessus, à partir du moment où la justice documente de manière grave et concordante, comme dit le Code de procédure pénale, le soupçon du financement en 2007, comment peut-il ne pas y avoir en partie, même si ce n'est qu'en partie, une dimension personnelle, si ce n'est privée, dans l'activisme guerrier de Sarkozy vis-à-vis de la Libye, puisque le Sarkozy de 2007 est le même que le Sarkozy de 2011, et le Kadhafi de 2007 est aussi le même que celui de 2011. Et sur ce moment de déclenchement dont vous avez déjà dit, il y a eu un storytelling autour de la guerre, une guerre à tout prix dès le début, ça nous intéresserait d'avoir un peu votre interprétation à l'aune des développements de ces derniers jours, si tant est que c'est une utilité pour la compréhension. Oui, alors après, voilà, moi je vais vous donner un petit peu mon sentiment. Et puis, bon, j'ai travaillé, j'ai beaucoup enquêté déjà sur cette affaire depuis 6 ans. Donc, ma perception, c'est qu'effectivement, il y a eu à un moment donné, il y a une dimension personnelle dans cette rivalité entre Sarkozy. Peut-être moins du côté Kadhafi. Parce qu'une des raisons pour lesquelles... vous voyez, c'est intéressant, et ça on le sait maintenant, parce qu'on a des gens dans l'entourage de Kadhafi qui nous l'ont dit, c'est Kadhafi au départ pensait que Sarkozy allait revenir sur sa décision. Il s'est dit, mais c'est pas possible, mon ami, mon frère, vous savez, c'est une logique un peu bédouine. On était dans une logique d'honneur, il m'a reçu à Paris, enfin on a tout réglé ensemble. Maintenant, il m'attaque. C'est pas possible. Enfin, vous voyez, il va pas aller jusqu'au bout. Bon. Donc, je pense que... Mais ça, encore une fois, Sarkozy ne pouvait pas le savoir.
Vous voyez, le pari de l'attaquer, effectivement, parce que finalement, si Kadhafi avait, dans les premiers jours, balancé vraiment, hein, je ne sais pas, il fait venir des journalistes de Mediapart et il disait, voilà, j'ai des choses intéressantes, je pense que le régime Sarkozy était vraiment embarrassé. Il ne l'a pas fait pour les raisons que je vous ai dites, mais on ne pouvait pas le savoir. Donc, si vous voulez, les deux, je dirais, avaient pas forcément connaissance de ce que l'autre allait faire in fine. C'est ça aussi la guerre, finalement. Maintenant, la décision, c'est vrai, et ça, je le sais de plusieurs entretiens que j'ai eus avec un certain nombre de gens dans les services de l'État, y compris dans les conseillers proches, il en faisait une affaire personnelle. C'est-à-dire que, si vous voulez, on était vraiment dans une personnalisation vous voyez, une affaire personnelle, par exemple, après le désastre de la Tunisie et l'affaire Alliot-Marie, c'est-à-dire comment le pouvoir Sarkozy avait totalement loupé ce qui se passait dans le monde arabe et ce qu'on avait appelé le printemps arabe. Est-ce que c'était, à l'époque, ça a été aussi beaucoup compris comme ça, comme une surréaction pour effacer le naufrage précédent qui était celui de je pense qu'il y a eu ça. Bon, ça, je l'ai écrit aussi dans différents articles, mais je pense qu'il y a vraiment eu ça. Il y a eu voilà, comment la France peut se remettre du côté des peuples, enfin. Donc, il y a, après aussi l'Égypte, où l'Égypte, c'est les Américains finalement qui ont négocié avec l'armée égyptienne le départ de Moubarak. Mais je pense que cette affaire libyenne, oui, il y a eu beaucoup de considérations de politique intérieure, même de politique politicienne, hein, puisque forcément c'est électoraliste. Puis faire la guerre, tous les présidents de la Ve République ont eu leur guerre. C'était une façon d'exister aussi comme chef de guerre. Maintenant, ensuite, la volonté qu'on a souvent entendue, ou qui peut être satisfaisante, enfin intellectuellement, de faire le lien, d'éliminer Kadhafi. Là, ensuite, on est dans une logique militaire. Vous savez que les militaires, et Sarkozy suivait de très très près les opérations. Il se faisait expliquer tous les jours les opérations, il suivait de ça de très près. Quand on passe d'une campagne de bombardement qui était au départ protéger les populations civiles, donc on s'est attaqué d'abord aux pick-up, aux soi-disant colonnes de chars qui menaçaient Benghazi, puis aux pick-up des kadhafistes, etc. Et ensuite, le régime ça tombait pas. Vous voyez, on était en mai, on avait pratiquement 2 mois et demi de bombardement. Le canard était toujours vivant. Et là, on est passé à une phase, ce qu'on appelle, dans les campagnes de bombardement, il y a ce qu'on appelle le point d'inflexion stratégique, c'est-à-dire il faut savoir déterminer quel peut être le site qu'on va bombarder, qui peut faire basculer la campagne. Et là, en l'occurrence, tout le monde s'accorde à dire que c'est Kadhafi. Hein, donc ils ont commencé, et là les Français effectivement étaient très en pointe sur cette campagne, c'est qu'il faut bombarder maintenant les palais de Kadhafi. Donc on a cette phase-là, qui n'a pas marché non plus, hein, puisque l'autre était déjà changé de domicile tous les jours. Et puis ensuite, on est passé aux hélicoptères. Enfin, il y a eu, vous savez, la guerre, c'est une montée aux extrêmes. Hein, donc, jusqu'au convoi de Kadhafi. Jusqu'avant, au parachutage d'armes dans des mains qui ensuite se sont retrouvées pas forcément les bonnes. Puis jusqu'au finalement, au bombardement final du convoi. Donc, si vous voulez, il y a une gradation qui s'explique par des considérations, je dirais, purement conduite de la guerre, et peut-être aussi par une personnalisation, vous voyez, du conflit, où forcément, c'est deux volontés qui s'affrontaient finalement. Parce que vous avez rendu compte, il y a quelque temps, dans la revue en ligne Orient 21, et puis René Bachmann l'a fait il y a 2-3 jours là, sur Mediapart, dans un papier très intéressant, du rapport britannique. C'est finalement le seul document sérieux qu'on ait sur à la fois le déclenchement de la guerre et son déroulement. C'est une commission d'enquête parlementaire britannique qui fait ce travail et qui rend public son rapport en septembre 2016. C'est passionnant à lire. Vous en avez fait un article pour remettre tout ça en scène. Et ce que vous racontez très bien, c'est quand même comment la fameuse résolution de l'ONU est au bout de 4 jours violée et que les buts de guerre ont changé. Qu'on est passé d'une zone d'exclusion aérienne à une stratégie de changement de régime, et ça en l'espace de 4 jours, une poignée de jours. Oui, alors c'est plus compliqué, parce qu'en fait, effectivement, c'est ce que dit le rapport britannique également. Oui, je suis d'accord, mais si vous voulez, au départ, effectivement, ce qui avait été demandé,
c'était une zone d'exclusion aérienne. Ce qui est dans la résolution va plus loin. C'est-à-dire, c'est protéger les populations civiles par tous les moyens. Et tout autre moyen. Sauf débarquement de forces terrestres. Donc, à partir de là, ils ont fait une lecture extensive de la résolution. Pour eux, protéger les populations civiles, c'est effectivement mettre un terme au régime. Ce n'était pas la vision des Britanniques. Les Britanniques, au départ, avaient une vision tout à fait, je dirais, machiavélienne, enfin pas machiavélienne, plutôt clausewitzienne de la guerre. C'est-à-dire, la guerre est faite pour amener à un moment donné l'adversaire à la négociation et à revenir sur la scène politique. Et là, donc, les premières séries de bombardements sont faites. Bon, Benghazi est sauvé, entre guillemets. Et puis, les Britanniques, là, à ce moment-là, et la position française était différente. Donc là, les réunions d'état-major, c'était... Les Britanniques plaidaient pour faire une pause dans les opérations militaires. Et on passe à la phase de négociation pour trouver une issue négociée. Et là, les Français étaient sur une ligne différente, c'est-à-dire qu'on continue à bombarder. Donc oui, il y a eu une divergence. Et puis après, pour un certain nombre de considérations, les Britanniques aussi sont restés dans le wagon, dans le train, quoi. Mais finalement, oui. Fabrice. Oui, non, par rapport à ce qui a été dit, deux choses sur notamment les bombardements, par rapport à le petit plateau qu'on a fait juste avant et ce personnage d'Abdallah Senoussi, son appartement privé a été bombardé, par exemple, pendant la guerre de Libye. C'était dans un quartier résidentiel et d'ailleurs, ça a fait des victimes civiles, ce bombardement, parce qu'il y a au moins, je crois, un cuisinier, ça j'en suis sûr, et d'autres personnes qui sont mortes dans ce bombardement. Et deuxième chose, par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Patrick Mzadeh, qui est aussi un argument qui est, non pas que vous partagez l'argument avec Nicolas Sarkozy, mais il y a un argument développé par Nicolas Sarkozy qui est de dire, mais après tout, le régime est aux abois, pourquoi ils n'ont pas sorti tous les documents? Et là, ce qui est arrivé de la coopération entre la Libye et la France, c'est une hypothèse aujourd'hui qui est au dossier, c'est qu'il y a ce personnage central qui s'appelle Béchir Saleh, qui était le directeur de cabinet, dont il y a des raisons de soupçonner que c'est lui qui a gardé par-devers lui la plus importante documentation sur les flux financiers dont on parlait. Alors, non pas qu'il n'y en ait pas d'autres qui n'aient pas été retrouvés, puisque c'est ce qui explique notamment la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Donc, en dépit de cela, les juges et les policiers trouvent des documents qui permettent cette mise en examen et peut-être celles qui vont suivre. Mais il y a ce Béchir Saleh dont il découvre que pendant la guerre, en réalité, il a pu vendre et acheter sa survie par rapport au régime en capilotade vis-à-vis des Français, en ayant les documents. Et c'est pourquoi on voit... et c'est pour ça qu'il peut quitter la Libye pour aller en France. Avec la DGSE. C'est les services secrets extérieurs qui l'exfiltrent de France en Libye. Et quand Mediapart fait des révélations, soi-disant à partir d'un faux grossier, qui, soit dit en passant, pour info, crée quand même beaucoup de panique en France, dans le clan présidentiel, c'est les services français et les autorités françaises qui organisent l'exfiltration de Béchir Saleh de France, d'abord vers le Niger, puis en Afrique du Sud, alors qu'il est recherché par Interpol et un mandat d'arrêt international. C'est-à-dire que les autorités françaises, au lieu de l'arrêter, l'aident à s'enfuir. Oui, moi j'irais même plus loin. Enfin, c'est même pas une question uniquement de service. On était dans une décision politique. Moi, je connais bien les milices qui gardaient Bachar Salah. Ils ont reçu l'ordre de Moustapha Abdi Jalil, qui était à l'époque le patron du Conseil national de transition, qui lui-même avait été en contact avec les autorités françaises, de libérer Bachar Salah et de le raccompagner jusqu'à la frontière tunisienne, de l'escorter jusqu'à la frontière tunisienne pour qu'il puisse être pris en compte par l'ambassadeur, c'était Boris Boyon à l'époque, qui est aussi, dont on a parlé aussi plus tard. Celui dont on reçoit avec les valises avec 400 000 € en liquide dedans. Gare du Nord à Paris. Donc, si vous voulez, donc c'est pas uniquement une petite truc de service. Ça s'est fait avec des décisions politiques au plus haut niveau. Moustapha Abdi Jalil, c'était le plus haut responsable politique à l'époque en Libye. Oui, on sent aussi dans l'affaire qu'il y a une crainte des autorités françaises de l'Élysée de voir des choses arriver en France ou des documents arriver en France. Il y a quand même l'épisode de 2 arrestations, celle de Ziad Takedine
arrivant au Bourget et arrêté au Bourget avec une somme d'argent d'ailleurs d'1,5 million d'euros dans sa valise, mais pas de documents. Début mars 2011. Début mars 2011. Et un épisode voisin avec Robert Dulas, qui est un autre, qui n'est pas un intermédiaire, mais bon, qui est un entrepreneur en sécurité qui s'est rendu en Libye pour rencontrer Kadhafi et pour servir un peu d'intermédiaire, qui lui aussi est arrêté à peu près dans les mêmes circonstances à son retour en France, avec fouille, saisie de toutes ces archives. Donc on sent qu'il y a une inquiétude que les documents finalement, des documents arrivent, Patrick Amzadeh, soient transmis. Vous retournez très régulièrement en Libye, vous voyez beaucoup d'acteurs politiques, de militaires, etc. Est-ce que vous entendez parler de cette affaire? Est-ce que vos interlocuteurs vous parlent de ça? Vous voyez, j'y étais la semaine dernière, donc... si vous voulez, en plein milieu de la garde à vue de Nicolas Sarkozy, les gens, certaines personnes en parlent effectivement, moi y compris des gens dans le camp, maintenant le camp révolutionnaire, bien sûr les anciens kadhafistes, je dirais, qui reviennent. Hein. Il y a un processus de réconciliation qui est en cours, qui reviennent maintenant, ils commencent certains à revenir en Libye, et on sait ce qu'ils pensent. Eux, bien sûr, ils veulent que cette affaire aille au bout, donc ils sont plutôt satisfaits. Au sein des gens qui sont plutôt dans le camp des révolutionnaires de 2011, ils sont, je dirais ils sont un peu embarrassés, mais si vous voulez, ils sont tellement pris par un procès. Imaginez, la Libye, c'est quand même, en ce moment, les gens souffrent, il manque de beaucoup de choses, la situation est difficile, ils ont un processus politique qui est quand même qui est en cours de reconstruction. C'est pour ça que je n'aime pas le terme chaos, parce que je pense qu'il y a plein de choses qui se passent en Libye dont on a tendance à caricaturer et qui vont dans le bon sens. Hein. Le niveau de violence en Libye n'est pas ce qu'on a en Syrie. On n'a pas un éclatement complet du pays. Donc je dirais qu'il y a des choses, c'est pour ça, et là je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur la justice. Vous voyez, vous avez parlé de chaos, c'est pas un pays, il y avait des institutions. Sous Kadhafi, il y avait, alors certes, il pouvait y avoir un régime autoritaire, mais il y avait des juges compétents, il y a des gens qui font bien leur travail, et donc c'est pas, ça veut pas rien dire. Vous voyez, une procédure judiciaire. Il y a deux pouvoirs, il y a toute une série de milices qui sont très puissantes. Oui, mais encore une fois, ce que vous avez expliqué sur les fractures régionales, telle ville, telle autre, telle tribu. On parle de Tripoli. À Tripoli, vous pouvez sortir à 3 h du matin en ce moment, vous promenez. Je dirais qu'il y a... Alors les milices, oui, effectivement, elles sont là, mais maintenant elles ont un uniforme de la police et quelque part, c'est pas non plus l'insécurité totale telle qu'on peut nous la décrire ou telle que les gens d'Haftar, par exemple, à l'Est, peuvent la décrire pour discréditer l'Ouest. Donc, quand je disais qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent, oui, le système policier, il y a beaucoup d'anciens policiers qui sont réintégrés. Donc, il y a bien sûr un énorme travail à faire. L'État s'est écréulé, on en est au début, mais c'est pas... Je dirais, c'est pas le chaos. Il y a un processus en cours. Il y a des gens qui savent écrire ce que et qui savent demandait mener une Karl, procédure. le retour, s'agit-il d'un retour du fils Kadhafi, Saïf al-Islam, qui annonce sa candidature à la prochaine présidentielle, qui a commenté la garde à vue de Sarkozy en s'en disant très satisfait, en disant du reste... Oui, il y a tout un camp qui s'est manifesté, parce que même Bachar Saleh, qui a été victime d'un attentat... en Afrique du Sud, préparait lui aussi une candidature à la présidentielle. Donc ça interagit peut-être sur nos affaires franco-françaises. Parce que l'autre dernier point, c'est que les trois détenus qui ont été interrogés l'an dernier et dont on vient de connaître le contenu de leur déclaration ont été libérés de la prison du centre pénitentiaire qui est à Tripoli et sont entre les mains d'une milice actuellement qui les... Oui, alors ils étaient dans les mains d'une autre milice qui a été effectivement, grosso modo, c'était une milice un petit peu proche du courant, l'ancien courant du Front islamique libyen du combat, donc d'anciens islamistes, je dirais, reconvertis maintenant, donc qui ont perdu la bataille de Tripoli, et c'est une autre milice effectivement qui les a récupérés, mais qui est actuellement la milice qui est reconnue par la communauté internationale. L'ONU a fait des arrangements sécuritaires avec eux pour garantir le retour de Sarraj, donc du gouvernement d'union nationale.
Donc je dirais que c'est des gens qui sont des interlocuteurs non seulement de l'État, mais aussi d'États étrangers. Donc oui, ils sont détenus et je pense que les juges peuvent les voir sans. Et ce retour présumé du fils Kadhafi, vous analysez ça comment? Je l'analyse comme d'abord il y a le courant des anciens entre guillemets des anciens Kadhafi, c'était pas homogène. Ouais. Hein. Je dirais qu'il y a comme sous Kadhafi, les dernières années de l'ère Kadhafi, vous aviez deux grands courants. Il y avait les réformistes. Qui était plutôt le camp de Saif al-Islam, de Mahmoud Jibril, enfin tous ces gens qui sont... Shukri Ghanem aussi, qui effectivement travaillaient avec des cabinets de conseil américains pour ouvrir l'économie, sur un projet de constitution. Et puis il y avait le clan des comités révolutionnaires, je dirais, de la vieille garde, dont Abdallah Senussi, et puis un petit peu la famille cousin des gens qui sont au Caire maintenant de Kadhafi, qui résistaient bien sûr au changement. Donc je dirais que ces deux tendances demeurent. Les réseaux se sont remis en place et on a effectivement les deux qui les deux s'appuient sur des forces, sur une base sociale. Ils ont une base sociale importante. Là aussi, on a oublié que des régions entières, des villes entières ont soutenu Kadhafi jusqu'au mois de juillet, voire jusqu'au mois d'août. Donc effectivement, il y a une dimension sociale et il y a une dimension politique. Donc il y a des gens qui commencent à faire de la politique, à se préparer pour des élections. Et puis, il y a une base sociale avec des représentants aussi tribaux qui eux-mêmes soutiennent un certain nombre d'actions et qui veulent être réintégrés dans la vie politique et dans la reconstruction du pays à juste titre, parce que c'est quand même une forte partie de la population qui, pour l'instant, n'est pas... Donc, je dirais que ces gens-là, depuis qu'on a annoncé, et les Français sont les premiers à pousser pour des élections, on veut des élections, bien sûr, et qu'il y a un processus de réconciliation en cours, ils commencent à réfléchir à leur stratégie. Alors, est-ce que Saif va se présenter ou est-ce qu'on a fait dire des choses? Ça, je ne sais pas si c'est vraiment lui qui a fait ce communiqué. On l'a pas entendu. On l'a pas entendu. Sujet à caution. Ouais. Mais il est certain, je pense qu'il n'a pas intérêt à se dévoiler trop tôt. Maintenant, on peut imaginer que si on est... Je ne parle pas de présidentielle, on parle là pour l'instant de législative. S'ils se présentent et qu'ils continuent à s'inscrire massivement sur les listes comme ils le font en ce moment, ils peuvent espérer avoir un fort poids. Je sais pas, un fort poids, c'est difficile de faire de la prospective, mais entre 60 et 70, 75 députés sur 200. Ah oui. Vous voyez, donc c'est pas la force politique, mais donc c'est un poids politique qui peut compter. Alors, vous avez écrit dans toute une série d'articles récents que la grille d'analyse pour comprendre ce qui se passe en Libye et qui est fort complexe, c'est certainement pas de voir une sorte de guerre ou de conflit, même à géométrie variable, entre islamistes et laïcs, mais que c'était des guerres ou des conflits entre des pouvoirs locaux, entre des tribus, aussi sur des questions sociales, sur des questions de répartition de pouvoir, de contrôle économique, et on pense évidemment au pétrole. Enfin, qu'on était sur des choses qui n'étaient pas du ressort du djihadisme, de l'islamisme. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, si vous voulez, là aussi, mon analyse évolue, parce que c'est une recherche, c'est forcément évolutif. Puis la situation n'est pas figée, ça bouge très très vite. En Libye, il bouge. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on n'est pas en Libye dans des fractures idéologiques. Grosso modo, le projet de société est à peu près le même pour tout le monde. On a un État rentier, on veut que les... Donc, même sur la place de la religion, c'est un pays très conservateur, il n'y a pas de gens qui vont se proclamer laïcs en Libye. Donc, ensuite, ce que je peux dire, c'est que, pour résumer, vous avez une classe politique, entre guillemets, qui se bat pour les places au niveau du pouvoir central, et vous avez un certain nombre de choses qui se passent au niveau local. Au niveau local, les choses se passent plutôt bien. Justement, ce que je disais il y a 2 ans sur les conflits tribaux, locaux, etc., de plus en plus, les acteurs locaux ont réussi à mener des réconciliations.
des gens qui se battaient il y a encore 2 ans. Là, encore il y a 3 jours, il y a une réconciliation entre la ville de Zintan et Misrata. C'est officiel. Enfin, c'est des gens qui sont battus. Il y a eu plus de 100 morts à l'aéroport à Tripoli en 2014. Donc, il y a vraiment des processus locaux et des acteurs locaux qui sont des acteurs politiques responsables qui voient l'intérêt des populations locales à la réconciliation, parce qu'il y a une demande des populations de réconciliation. On n'est pas dans un chaos. Et il y a un vrai savoir-faire. Les gens savent négocier au niveau local. Bon, maintenant, la lutte pour le pouvoir central, elle est complexe, parce que vous avez effectivement un certain nombre d'acteurs. Bon, on parle souvent de l'Est et de l'Ouest, mais même à l'Ouest, vous avez deux grands blocs. Il y a le président plus le Conseil d'État, et à l'Est, le Parlement et Haftar. Ces gens-là ont intérêt à ce que le statu quo soit préservé le plus longtemps possible. Et la majorité de la population est usée et fatiguée. Mais voilà, comment sortir? Ça ne fait pas non plus une union nationale ou une capacité à gouverner ensemble. Enfin, est-ce que c'est... Alors, si vous voulez, on peut imaginer, par exemple, que les kadhafistes... Il y a 15 jours, il y a eu quelque chose d'historique qui s'est passé. On n'en a pas parlé dans les médias français parce qu'on focalise toujours sur le côté bon, forcément sanglant ou autre. Il y a eu une réunion à Tripoli des maires de toute la Libye. Il y a 106 municipalités en Libye. Vous avez 106 maires qui se sont réunis, y compris les maires de l'Est. Les maires de l'Est qui sont des maires nommés par le commandement militaire, qui a relevé les maires élus, et qui sont venus à l'Ouest. Vous voyez, tous ces gens ont passé 3 jours ensemble, ont réussi à sortir un communiqué commun, et ont appelé à l'unité nationale. Donc vous avez des gens, les Libyens ne veulent pas se séparer. Donc oui, il y a fragmentation, parce qu'effectivement, il n'y a plus d'État, il y a eu effectivement... Mais je pense qu'il y a des... Moi, je vois en Libye, en tout cas, j'espère qu'il y a des espoirs. Et cette année va être décisive. Il y a 2-3 ans, on parlait en Europe, et je me souviens, c'est Jean-Yves Le Drian qui était à l'époque ministre de la Défense, qui en parlait comme hypothèse, mais enfin l'hypothèse était soumise à débat, d'une nouvelle intervention militaire en Libye, pour justement mettre fin aux différents combats et au chaos. Je reprends le mot, pardonnez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a incité depuis à ces nouvelles dynamiques? Écoutez, du côté français, je pense qu'il y a une forme de réalisme. En fait, c'était totalement irréaliste de penser qu'on pouvait intervenir et contre-productif. Enfin, une nouvelle intervention en Libye, pour faire quoi? Reconstruire un pays, dans un pays qui fait 2 millions, 2,5 millions de kilomètres carrés. Non, c'était pas réaliste. Donc je pense qu'effectivement, il y avait des arguments aussi, peut-être de politique intérieure, à un moment donné, où il fallait montrer qu'on était aussi prêt à intervenir. Souvenez-vous, c'était après les attentats du Bataclan. Donc il y avait un discours va-t-en-guerre qui, je pense, était en phase avec ce que certaines personnes avaient envie d'entendre. Qu'est-ce qui incite, j'allais dire soudainement, pas soudainement, mais qu'est-ce qui incite après des années de fractionnement et de combat à reprendre une dynamique de négociation, de trouver des accords, de passer des compromis encore une fois, c'est ce que je disais. Je pense qu'il y a une pression, de la base, pression de la population qui est lassée. Voilà, et qui effectivement fait pression sur les acteurs locaux, pas encore suffisamment sur les acteurs nationaux. Mais voilà, c'est un petit peu de ce côté-là. J'ai toujours pensé qu'au niveau local, les choses pouvaient plutôt bien fonctionner en Libye. Maintenant, il faut que les grands qui aspirent au gâteau, au pouvoir, soit quittent la scène, parce que je pense qu'à un moment donné, c'est pas forcément les gens qu'on a vus à la Salle Saint-Cloud l'année dernière, reçus comme si c'était effectivement eux qui avaient les clés de la résolution du problème, qui les ont, et qui eux-mêmes ont suffisamment de soutien en interne pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc il faut... Voilà, je pense que c'est un processus long qui devra partir par le bas, mais c'est pas, je pense que ce n'est pas désespéré. Et si j'ai une dernière chose à dire, c'est qu'il faut limiter au maximum les ingérences, même avec les meilleures bonnes intentions, parce que toute ingérence, tout soutien à une partie, si la France veut soutenir une partie, l'Italie l'autre et l'Égypte l'autre, ça accroît la fragmentation, ça accroît la complexité. Et en fait, le meilleur conseil, je dirais, je pense, pour l'instant, c'est de laisser faire l'envoyé spécial des Nations Unies, qui est pour l'instant quelqu'un qui fait... Karl, très rapidement. Oui, l'interrogation que j'avais, c'était par rapport, y compris au destin judiciaire des dirigeants, puisque on sait, les 3 dirigeants dont on a parlé ont été condamnés à mort avec
avec une dizaine d'autres, Abdallah Senussi, Baghdadi. Le sort, entre guillemets, judiciaire de Saïf al-Islam n'est pas complètement clos, puisque il est amnistié aussi virtuellement par le Parlement de Tobrouk, mais il y a quand même la CPI, la Cour pénale internationale, reste saisie. Comment est-ce qu'on peut régler cet aspect judiciaire? Est-ce que c'est réglable? Est-ce que la Libye peut tourner cette page et comment? C'est ce que, un peu, je disais tout à l'heure, quand on aura une meilleure... il y a forcément des accords seront passés. Enfin, s'il y a des accords de pouvoir qui doivent se faire en fonction du poids politique des uns et des autres, je pense que ça conditionnera l'avenir de ces personnalités. Si effectivement il y a un poids politique important des gens issus, ou en tout cas, ou qui se réclament proches de l'ancien régime, forcément, il y aura des deals qui seront faits, et on peut imaginer que, en tout cas, à l'intérieur de la Libye, il pourrait y avoir des gens qui sont libérés, voire amnistiés. Une sorte de réconciliation. Voilà, de réconciliation. Encore une fois, je pense que si ça se fait, ça peut se faire dans ce cadre-là. D'accord. Bon, merci Patrick Amzadeh, Fabrice Ekarl, merci.